Je savais que quelque chose était faux le moment où il a commandé de l'eau. Pas parce que l'eau elle-même était dangereuse. J'avais servi chez Cashins pendant 3 ans, et les gens commandaient de l'eau tout le temps. Mais cet homme ne commandait pas l'eau de la façon dont les gens normaux le faisaient. Il n'a pas jeté un coup d'œil au menu, n'a pas regardé la carte des vins avec ce demi-intérêt confus que la plupart des clients avaient. Il est simplement apparu dans la cabine 7, s'est glissé dans le siège en cuir avec le genre d'aisance qui venait de quelqu'un habitué à prendre de la place. Et quand je me suis approché avec mon bloc-notes, il a croisé mon regard et a dit « Oh, température ambiante, sans glace ». La spécificité m'a énervé. C'était un jeudi soir. Le restaurant à moitié plein, avec le mélange habituel de couples romantiques et de dîners d'affaires. La pluie martelait les fenêtres du sol au plafond qui donnaient sur la marina. J'avais travaillé ici assez longtemps pour lire les gens en quelques secondes. Le gars à l'alliance qui flirtait avec sa collègue. La femme à la table 3 calculant mentalement la note. Le couple âgé célébrant quelque chose de tranquillement sacré. Mais cet homme, je ne pouvais pas le lire du tout. Il était beau d'une manière qui ressemblait à un avertissement. Cheveux foncés, coupés nets, peau olive, une mâchoire qui aurait pu être taillée dans quelque chose de plus dur que l'os. Mais ce furent ses yeux qui m'arrêtèrent. Ils étaient de la couleur du béton mouillé et ils contenaient le genre de calme qui me coupait le souffle, pas le calme de l'ennui ou de l'épuisement, le calme de quelqu'un écoutant perpétuellement. Juste de l'eau, ai-je demandé, mon stylo planant au-dessus de mon bloc. Juste de l'eau, mais, a-t-il confirmé. Sa voix était calme. Basse, elle ne correspondait pas à la géométrie acérée de son visage. J'aurais dû en rester là. Aurais dû retourner à la cuisine. L'oublier en quelques minutes comme j'oubliais la plupart des clients. Mais quand je me suis détourné, j'ai senti le poids de son regard se déplacer sur ma colonne vertébrale comme une main. J'ai livré l'eau à température ambiante, sans glace dans un verre qui captait la lumière ambrée du restaurant, et j'ai continué le reste de mon service dans un état étrange d'hyperconscience. Je ne pouvais pas l'expliquer. Il n'a rien fait, n'a pas fixé, ne m'a pas appelé à plusieurs reprises. Il s'est simplement assis dans la cabine 7 buvant de l'eau et a, d'une manière ou d'une autre, fait que toute la seconde moitié de ma soirée se sente comme marcher sur une corde raide. Au moment où j'ai débarrassé sa table, assiette de pain intacte, verre vide. Il était plus de 23 heures. La pluie s'était intensifiée. Le tonnerre a claqué dans le ciel et les lumières du restaurant ont vacillé une fois, 2 fois, puis se sont stabilisées. « Vous finissez bientôt » a-t-il dit. J'ai gelé. Je ne l'avais pas entendu s'approcher. C'était la deuxième chose fausse. Comment avez-vous su? Vous avez changé votre horaire de travail il y a 3 semaines. Les jeudis soirs maintenant. Départ à 23h30. Son ton était conversationnel, la façon dont quelqu'un pourrait commenter la météo. Vous attendez le dernier bus au coin de la 5e et Méridienne. Vous lisez sur le banc sous l'auvent caissé. Mon sang a circulé dans mes veines comme de l'eau glacée. J'aurais dû être terrifié. Une partie de moi l'était, mais il y avait autre chose sous la terreur. Un courant d'électricité, fin et dangereux. Me suivez-vous? Non, il a maintenu mon regard. Pas encore, le restaurant a penché. Je pouvais entendre le tintement des verres d'autres tables, le murmure des conversations, le son lointain de la pluie. Tout semblait très loin. Qui êtes-vous? Quelqu'un qui cherchait un certain type de personne? Il a fait une pause. Pendant longtemps. Quel genre de personne? Il a souri alors. Et c'était la chose la plus effrayante que j'ai vue de la soirée. Le genre qui peut reconnaître les motifs. Le genre qui remarque quand les choses sont fausses. Ses yeux ont dérivé vers le coin du restaurant où j'avais soudainement réalisé qu'il y avait des caméras que je n'avais jamais consciemment enregistrées auparavant. Puis de nouveau vers moi, le genre qui voit des gens, pas les surfaces. Quand j'ai commandé de l'eau, vous avez remarqué que c'était étrange. La plupart des gens ne l'auraient pas fait. La plupart des gens sont décoratifs. Vous n'êtes pas décorative. C'est fou, ai-je murmuré.
Oui, il s'est levé. Il était plus grand que je ne l'avais réalisé, assez grand pour que je doive incliner ma tête en arrière. Mon nom est Victoria Russo et vous devriez décider maintenant si vous voulez savoir ce qui vient ensuite parce qu'une fois que vous le faites, il n'y a pas de retour en arrière possible. La pluie s'est intensifiée dehors. Le tonnerre a roulé dans le ciel comme quelque chose de vivant. Je ne vous connais pas, ai-je dit, mais ma voix a tremblé. Non, mais vous le ferez. Il s'est rapproché et je pouvais le sentir. Oh, quelque chose de sombre et cher comme le cuir et le cèdre et la fumée. Votre nom est écrit dans les archives de ma famille comme quelqu'un qui n'aurait jamais dû être laissé seul. Le nom de jeune fille de votre grand-mère était Moretti. Votre mère l'a changé avant votre naissance pour vous protéger. Et il y a 3 ans, vous avez pris un emploi dans un restaurant appartenant à un homme nommé Carlo Rosso, mon cousin. Un test, pourriez-vous dire, pour voir si vous remarqueriez le motif. Tout en moi est devenu immobile. Cristallin, incroyablement silencieux. Le nom de jeune fille de ma mère était Castile, et je dis automatiquement. Bien qu'au moment où les mots ont quitté ma bouche, je savais qu'ils n'étaient pas entièrement vrais. Il y avait un vide dans mon enfance, des questions que ma mère avait redirigées, des documents que je n'avais jamais été autorisé à voir. Son nom de femme mariée était Castile. Il a corrigé doucement. Avant cela, elle était Elena Moretti, fille de Marco Moretti, l'un des hommes les plus puissants de cette ville, avant que la famille Russo ne lui prenne tout. Non, j'ai reculé, mais il n'a pas suivi. Il m'a simplement regardé avec ses yeux de béton, patient comme un prédateur. Vous essayez de décider si c'est réel, a-t-il dit. Si je suis réel, si tout cela est réel. Il a sorti son téléphone, m'a montré une photographie, une jeune femme avec mon nez, mes yeux, souriant devant une maison que je ne reconnaissais pas. C'est votre mère. Cela a été pris à son mariage. Avant qu'elle ne coure, la pluie dehors a sonné comme le monde se brisant. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que, a-t-il dit doucement, quelqu'un dans ma famille a décidé que vous êtes un levier et j'ai décidé que vous êtes quelque chose d'autre entièrement. Mais j'ai besoin de savoir de quelle manière vous briserez en premier, vers la peur ou vers la rage, avant que les gens qui possèdent le reste de votre vie ne découvrent que vous existez. Il a posé le téléphone sur la table entre nous. Sur l'écran, la photo a changé maintenant. Elle montrait un homme aux cheveux foncés avec les yeux de Vittorio tenant un bébé. Le bras de ma mère était autour de sa taille. « Votre père, a dit Vittorio, Dante Russo. Il était censé épouser votre mère, lier les familles, arrêter une guerre. Son regard est tombé sur mon poignet, où je portais un mince bracelet en argent que ma mère m'avait donné quand j'avais 17 ans. Un bracelet que je n'avais jamais pensé à questionner. Il vous l'a mis le jour de votre naissance, avant que votre mère ne coure. Le bracelet s'est soudain senti comme du fer. Je ne vous crois pas. Je sais. Il s'est tourné vers la porte où la pluie continuait son assaut sur le verre. Mais vous le ferez. Demain matin, vous aurez parcouru chaque photographie que votre mère a gardée cachée. Chaque document qu'elle a enfermé, et vous réaliserez que tout ce restaurant, tout ce quartier a été une cage très sophistiquée. Une conçue non pas pour vous garder piégé, mais pour vous garder en sécurité. Il a fait une pause à la porte. La question, Amore, est ce que vous faites quand vous réalisez que la cage est sur le point de se briser. Puis il est parti, se dissolvant dans la pluie comme quelque chose que j'avais imaginé. Je me suis tenu figé au centre du restaurant. Les lumières ont vacillé de nouveau. Une fois, 2 fois, et dans ce moment entre lumière et obscurité, j'ai senti quelque chose changer dans l'architecture de ma vie, une fissure si petite qu'elle était presque invisible, mais assez profonde pour laisser passer toute l'obscurité. Demain, je comprendrai que l'homme de la cabine 7 venait de briser le seul monde que j'ai jamais connu. La semaine suivante, je comprendrai qu'il était la seule personne capable de me protéger de ce qui viendrait après. Les photographies étaient là où il avait dit qu'elles seraient, cachées sous le plancher, sous le lit de ma mère.
Dans une maison où j'avais grandi et dormi chaque nuit et n'avais jamais pensé à chercher des secrets. Je les ai trouvés à 3 heures du matin, mes mains tremblant si fort que je pouvais à peine les tenir. Ma mère en robe de mariée, pas la simple cérémonie au palais de justice dont on m'avait parlé, mais un mariage à l'église complet, avec des colonnes de marbre et des bougies et des fleurs. Un homme à côté d'elle, avec des cheveux foncés et les yeux de Vittorio. Mon père, Dante Russo, un nom que ma mère n'avait jamais prononcé à voix haute en ma présence. Mon père me tenant bébé, son expression féroce et protectrice, et absolument certaine. Mon père mort dans une coupure de journal datée de 17 ans. Le tueur de Rousseau engagé en représailles. La manchette disait « La guerre familiale s'intensifie ». Je suis allé aux toilettes et j'ai vomi. Quand je suis retourné dans la chambre de ma mère, je l'ai trouvée éveillée, assise sur le bord de son lit. Son visage un paysage de chagrin effondré. « Combien vous a-t-il dit ?» a-t-elle murmuré. « Assez. » Ma voix sonnait comme celle de quelqu'un d'autre. Qui est-il? Victoria Russo, celui qui n'était pas censé survivre. Elle s'est levée, s'est déplacée vers la fenêtre, a tiré le rideau. Dehors, le monde était encore sombre de pluie, encore brisé par la tempête. Mais dans la rue en bas, je pouvais voir une voiture, chère, noire, garée directement devant notre immeuble. Il y avait 3 frères, a dit ma mère tranquillement. Marco Moretti m'a eu si jeune et les Russos, ils voulaient la consolidation. La paix. Alors mon père a accepté de me marier à Dante Russo. C'était censé lier les familles ensemble. Au lieu de cela, cela a commencé une guerre. Pourquoi? Parce que Dante m'aimait, a-t-elle dit simplement. Et sa famille voulait le contrôler plus qu'elle ne voulait la paix. Il pensait qu'un homme marié avec un enfant serait faible, malléable. Alors ils l'ont tué. Cela ressemblait à des représailles, mais c'était un message, une élimination d'un héritier gênant qui ne jouerait pas le jeu. J'ai pensé au calme de Vittorio, à la façon dont il s'était déplacé dans le restaurant comme quelque chose qui était déjà mort et était revenu changer. Et Vittorio, le plus jeune, tout le monde pensait qu'il serait une proie facile après la mort de Dante. Au lieu de cela, ma mère s'est tournée pour me faire face, et ses yeux contenaient quelque chose comme de la reconnaissance. Il est devenu quelque chose d'autre, quelque chose de plus sombre. La famille qui a tué son frère a fait une erreur en essayant de le briser. Ils ont brisé sa conscience à la place. Un coup à la porte nous a interrompus. Aucune de nous n'a bougé. Le coup est revenu délibéré, sans hâte, non violent, juste inévitable. « Ne réponds pas » a dit ma mère. Mais je bougeais déjà. Je ne sais pas pourquoi. Une partie de moi avait su dès le moment où j'ai quitté la cabine 7 que c'était la seule direction à prendre. Vittorio se tenait dans le couloir, trempé par la pluie et beau de cette manière terrifiante qui lui était propre. Il avait changé de vêtements, un costume noir chair, taillé sur mesure pour son corps, l'eau dégoulinant encore de ses cheveux. « Tu les as lus, a-t-il dit. Oui, ta mère sait que tu es ici. Il a hoché la tête, acceptant cela. Alors elle sait ce qui se passe ensuite, c'est-à-dire que tu es en danger. Sa voix n'avait aucun poids dramatique, juste une certitude plate. Les familles sont en flux. Le pouvoir est en redistribution. Quelqu'un dans l'organisation Cassano s'est souvenu que tu existes et ce que tu pourrais valoir. Non pas comme levier pour une vieille guerre qui est terminée, mais comme levier pour une nouvelle. Tu es la dernière pièce non réclamée sur l'échiquier. Demain à cette heure-ci, au moins 3 personnes essaieront de te trouver, et tu veux quoi? Me protéger? Pourquoi croirais-je que tu ferais autre chose que de m'utiliser de la même manière? Parce que, a-t-il dit, et quelque chose a vacillé sur son visage, un moment de vraie sincérité. Je t'ai observé pendant 3 ans. Et si j'avais voulu t'utiliser, j'aurais pu le faire sans me présenter, sans te donner le choix. Quel choix? Partir avec ta mère, disparaître. J'ai les moyens de vous faire disparaître complètement toutes les deux. Nouvelles identités, nouvelle ville, nouvelle vie. Il a fait une pause. Où rester?
Laisse-moi t'enseigner ce que tu as besoin de savoir pour survivre dans ce monde qui te chasse depuis la naissance. Laisse-moi te montrer qui était ton père. Laisse-moi t'enseigner le code par lequel il a vécu. Celui que ma famille a essayé de briser et n'a jamais pu. Et qu'en retires-tu? Ses yeux ont parcouru mon visage comme s'il lisait quelque chose d'écrit là dans une langue que seul lui pouvait traduire. Quelqu'un qui comprend ce que cela coûte d'être loyal. Quelqu'un qui sait ce que signifie que le sang compte non pas comme contrôle, mais comme responsabilité. J'ai pensé au bracelet à mon poignet, son poids, la façon dont il s'était senti comme du fer une fois que j'avais compris ce qu'il signifiait. Si je dis oui, et je dis lentement, que se passe-t-il? Vous faites un sac avec les essentiels seulement. Vous partez avec moi ce soir. Votre mère va à la maison sécurisée à Portland. Elle sera protégée et elle sera libre. Et vous? Il s'est rapproché et je pouvais sentir la pluie sur lui, l'obscurité de lui. Quelque chose qui a accéléré mon pouls d'une manière que je ne voulais pas nommer. Vous devenez ce que vous étiez toujours censé être. Dangereuse, consciente, vivante d'une manière que la plupart des gens ne touchent jamais. Et puis son expression a changé, durcie en quelque chose de plus vulnérable. Alors nous avons survécu ensemble. La foudre a claqué dehors la fenêtre, illuminant son visage pour un instant aigu. Dans cet éclair, j'ai vu quelque chose sous la surface contrôlée. Un besoin si fondamental qu'il ressemblait à la famine. Ma mère ne partira pas, ai-je dit. Non, il a acquiescé, mais elle arrêtera de se battre une fois qu'elle comprendra que tu le choisis librement. Je me suis retourné dans l'appartement. Ma mère se tenait dans l'embrasure de sa chambre, les larmes coulant sur son visage, hochant la tête lentement, comme si elle avait toujours su que ce moment viendrait. Comme si elle avait retenu son souffle pendant 17 ans, attendant que sa fille entre dans l'espace que son mari avait laissé derrière lui. « Tu lui ressembles », a-t-elle murmuré. « Surtout quand tu es en colère, surtout quand tu as peur, mais tu ne laisseras pas cela t'arrêter. » Je suis terrifié, ai-je admis. « Bien, a-t-elle dit. Lui aussi. C'est ce qui le rendait fort. J'ai fait un seul sac de vêtements, les journaux de ma mère, les photographies, le bracelet brûlant encore à mon poignet. Quand je suis sorti, Vittoriao attendait près de la porte avec la patience de quelqu'un qui avait attendu toute sa vie. « Une question, ai-je dit. « Toujours, a-t-il répondu. « Pourquoi moi spécifiquement? Vous avez dit que vous cherchiez quelqu'un, mais il y a des millions de personnes dans cette ville. » Il m'a étudié un long moment. « Parce que, a-t-il dit tranquillement quand j'ai commandé de l'eau et vous ai raconté chaque secret de votre surveillance. Vous ne m'avez pas demandé comment je savais. Vous m'avez demandé pourquoi. Vous vouliez comprendre l'intention derrière la connaissance, pas seulement la connaissance elle-même. La plupart des gens auraient fui. Vous vouliez comprendre. Il a ouvert la porte du couloir. C'est ce qui sépare les survivants des morts dans ce monde. Les gens qui veulent comprendre. La pluie rugissait au-delà des fenêtres. La ville pressait contre le verre comme quelque chose essayant de percer. Et j'ai marché vers l'obscurité avec un homme dont le frère avait été mon père, dont la famille avait détruit la mienne et qui m'offrait la seule chose dangereuse, belle, terrible que quiconque m'ait jamais offerte, la vérité. Son appartement était dans un immeuble qui n'aurait pas dû exister. De la rue, il était quelconque, un entrepôt converti dans le quartier industriel. Le genre d'endroit qui avait été vidé et renaît tant de fois, son but original était complètement obscurci. Mais une fois que Vittorio nous a fait passer la porte renforcée et dans l'ascenseur privé, le monde a changé. Le penthouse était tout en briques apparentes et en fenêtres du sol au plafond qui surplombaient la ville comme si nous flottions au-dessus. La pluie striait le verre. Le mobilier était minimal, cher, choisi pour la fonction plutôt que la décoration. Il y avait une bibliothèque sur un mur, du sol au plafond avec des livres qui semblaient vieux et nécessaires. Une cuisine avec un îlot en marbre. Un couloir que je soupçonnais de mener à des pièces privées que je n'étais pas censé voir encore. Mais ce qui m'a arrêté, c'est le bureau. Vittoriao m'a conduite dans une pièce à l'écart du salon principal.
Et au moment où j'ai franchi le seuil, l'air a changé, transformé en quelque chose d'épais et de vieux et de sacré. Les murs étaient couverts de photographies, pas de clichés aléatoires. Une généalogie du crime et de la survie s'étendant sur des décennies. Des arbres généalogiques annotés de ce qui ressemblait à l'écriture contrôlée de Victoriao. Des cartes de la ville avec certains quartiers mis en évidence en rouge, d'autres en bleu. Un tableau qui ressemblait à une stratégie militaire, mais avec des noms au lieu d'unité, et au centre de tout cela, un portrait de mon père, Dante Russo, peint à l'huile, son expression portant cette même beauté terrible que je voyais sur le visage de Vittorio. Mais il y avait quelque chose de plus doux dans le tableau, une capacité d'espoir que la version vivante n'avait plus. Il l'a commandé 2 mois avant de mourir, a dit Vittorio derrière moi. Il voulait une trace, quelque chose au-delà des photographies et des documents. Il voulait que les gens se souviennent qu'il était réel, qu'il existait comme autre chose qu'un pion dans le jeu de la famille. J'ai tendu la main, mes doigts s'arrêtant juste avant de toucher la toile. « Dis-moi comment il est mort. » Vittorio est resté silencieux un long moment. Quand il a parlé, sa voix avait changé, dépouillée de ses couches protectrices, exposant l'os en dessous. La famille a contracté cela par des intermédiaires afin de pouvoir revendiquer des mains propres. 3 hommes sont entrés par effraction dans une chambre d'hôtel à Milan. Il était là avec votre mère. Elle était enceinte de 3 mois. La mâchoire de Vittorio s'est serrée. Il lui a dit de se cacher dans la salle de bain, a fermé la porte à clé, a dit aux hommes qu'il viendrait tranquillement s'ils la laissaient vivre. Ils l'ont cru. Non, mais ils l'ont exécuté quand même. Le message était censé être sur l'obéissance. Au lieu de cela, il était sur le gaspillage, sur une lignée qui refusait de plier, même face à la mort. J'ai finalement détourné le regard du tableau. Vittorio se tenait dans l'embrasure de la porte, son costume encore humide de la pluie, ses cheveux bouclant légèrement sur les bords. Il avait l'air jeune dans cette lumière et incroyablement fatigué, comme quelqu'un qui a retenu son souffle pendant très longtemps. « Pourquoi me montrez-vous cela? » Parce que vous devez comprendre dans quoi vous vous engagez. Il est passé devant moi, tirant un livre de l'étagère, vieux relié en cuir. Les pages jaunies, c'était son journal. Il y écrivait tous les jours ses pensées sur la famille, sur votre mère, sur vous. Il ne vous a jamais rencontré. Pas vraiment. Vous êtes né le matin de son assassinat. Mais pendant les 3 mois où il a su pour vous, il a écrit sur vous constamment. Il a ouvert le journal au hasard, m'a montré une page à l'écriture que je reconnaissais des lettres de ma mère. Les mêmes boucles soignées, le même espacement délibéré. Elle est parfaite. Elena dit que le bébé bouge comme si elle se battait déjà contre quelque chose. Déjà défiante. J'ai peur de ce qu'elle deviendra dans un monde où son père n'est rien. Mais j'espère, mon Dieu, j'espère qu'elle deviendra assez forte pour choisir sa propre obscurité plutôt que de la laisser être choisie pour elle. Ma gorge s'est serrée. Il savait. Ai-je demandé? Il savait dans quel genre de monde elle allait naître. Il le savait mieux que presque personne. Vittorio a posé le journal doucement. C'est pourquoi il a laissé des instructions. Non pas pour que vous rejoigniez la famille. Il détestait ce qu'était devenu la famille. Il a laissé des instructions pour que vous y surviviez, pour la compreniez, pour ne jamais être possédé par elle. Et vous les avez suivis. Je les ai suivis pendant 17 ans, a-t-il dit tranquillement. Chaque décision que j'ai prise dans cette famille, chaque pouvoir que j'ai consolidé, chaque alliance que j'ai bâtie, tout cela visait à créer un espace où ces instructions pourraient être exécutées, où quelqu'un comme vous pourrait exister en dehors de la structure familiale sans être chassé. Cela n'a pas très bien fonctionné. Non, il a acquiescé, mais c'était le mieux que je pouvais faire contre un système entier conçu pour vous détruire. Un son est venu de l'extérieur, la pluie s'intensifiant, ou peut-être juste le bâtiment s'installant sous le poids de ce que nous discutions. Victoriao s'est déplacé vers la fenêtre et j'ai observé son reflet dans le verre, la tension contrôlée,
la capacité de violence toujours maintenue à vif, la terrible solitude de quelqu'un né au pouvoir, mais constitutionnellement incapable de l'utiliser comme le pouvoir l'exigeait. « Viens ici », a-t-il dit, « j'ai fait. » Quand je l'ai atteint, il a montré un bâtiment au loin, à peine visible à travers l'obscurité de la pluie. C'est le bâtiment Cassano. C'est là que la décision a été prise de venir vous chercher. J'ai 3 jours avant qu'il ne bouge. 3 jours pour vous apprendre assez pour survivre à ce qui vient. 3 jours pour m'apprendre quoi exactement? Tirer? Tuer? Devenir comme vous? Non. Il s'est tourné pour me faire face. Et la distance entre nous s'est soudainement sentie très petite. Pour vous apprendre à penser comme les gens qui vous chasseront, à mentir de manière assez convaincante pour qu'ils croient que vous êtes inoffensive, à bâtir des alliés parmi des gens en qui vous ne pouvez pas avoir confiance, à survivre dans les espaces gris où la moralité n'existe que comme une chaîne. Et pourquoi feriez-vous ce que-là? Parce que, a-t-il dit, et il a tendu la main lentement, me donnant le temps de me reculer et de toucher le bracelet à mon poignet. Ses doigts étaient chauds. Vous portez la marque de ma famille, et ma famille, aussi brisée soit-elle, a toujours protégé les siens. Je ne suis pas des vôtres. Non, il a acquiescé. Son pouce a tracé le bord du bracelet et de l'électricité a traversé mon corps comme quelque chose de vivant. Vous êtes quelque chose d'autre entièrement, quelque chose que je n'étais pas censé vouloir. Mais je vous regarde depuis 3 ans et j'essaye très fort de ne pas le faire. C'était la chose la plus honnête qu'il existe de la nuit. L'air entre nous semblait vibrer à une fréquence que seuls nous pouvions entendre. Je pouvais sentir mon cœur battre dans ma gorge. Je pouvais sentir la pluie de l'autre côté du verre comme si elle tombait à l'intérieur de ma poitrine. Que se passe-t-il si j'échoue, ai-je demandé. Si je ne peux pas survivre à cela, sa main s'est détachée du bracelet. Alors je le ferai si vite que vous ne le sentirez pas. Je vous le promets, cela aurait dû me terrifier. Au lieu de cela, cela a ressemblé à de la miséricorde. Nous devrions dormir, a-t-il dit, reculant. Demain, nous commençons. Il m'a montré une chambre d'amis, immaculée, anonyme, exactement le genre d'endroit conçu pour ne laisser aucune trace d'occupation. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai écouté la pluie et j'ai essayé de me souvenir ce que cela faisait d'être ordinaire. J'ai essayé de me souvenir de la personne que j'avais été hier avant qu'un homme ne commande de l'eau et ne m'offre la vérité comme une arme. Mais je commençais à soupçonner que cette personne n'avait jamais existé du tout, que j'étais né dans cette obscurité au moment où mon père a verrouillé cette porte de salle de bain et a marché vers son exécution, et que la seule chose qui restait était de s'y engager complètement. L'entraînement a commencé à l'aube. Victoria m'a réveillé à 5 heures du matin, avant que la ville n'ait pleinement ouvert ses yeux, et m'a conduite à travers le penthouse vers une pièce que je n'avais pas vue la veille. Elle était équipée comme quelque chose entre un gymnase et un coffre d'armes. Des miroirs le long d'un mur, un sac de frappe suspendu au plafond, des étagères contenant de l'équipement que je reconnaissais des films et des choses dont je n'avais pas de nom. Première règle, a-t-il dit, ses cheveux encore mouillés après une douche. Tout le monde dans ce monde opère sur l'hypothèse que vous êtes douce. Vous avez l'air douce. Vous bougez doucement. Vous souriez doucement. C'est une arme si vous savez comment l'utiliser. Je ne sais pas. Vous saurez. Il a enfilé une paire de gants, en cuir noir, le genre que portaient les combattants professionnels. Montrez-moi vos mains. Je les ai tendues. Elles étaient petites, pâles, avec des ongles courts et des callosités dues à des années de lavage de vaisselle. Bien, a-t-il dit, ce sont des mains qui ont travaillé. C'est rare dans ce monde. La plupart des gens au pouvoir y sont nés. Ils ont des mains douces qui n'ont jamais eu à gagner quoi que ce soit. Vos mains savent déjà ce qu'est le travail. Nous avons juste besoin de leur apprendre à blesser. Pendant les 4 heures suivantes, il m'a appris des choses que je n'avais pas cru possible de savoir. Comment utiliser l'effet de levier au lieu de la force? Comment trouver les 3 pointes de pression sur un corps humain qui pouvaient neutraliser quelqu'un quelle que soit sa taille? Comment casser un poignet? Comment identifier quand quelqu'un était sur le point de devenir violent,
en observant les micro-mouvements de ses épaules et de sa mâchoire. La prédiction est tout, a-t-il dit, guidant ma main vers le sac de frappe. Vous ne pouvez pas combattre tout le monde, mais vous pouvez lire tout le monde. Au moment où vous comprenez leur intention, vous avez déjà gagné. À midi, mon bras hurlait. À 3 heures de l'après-midi, je pouvais à peine tenir une bouteille d'eau. Bien, a dit Victoriao, me regardant sans pitié. La douleur vous apprend où sont vos limites. Les limites sont utiles. Elles vous disent ce que vous devez renforcer ensuite. Il m'a fait étudier. Après cela, nous sommes retournés au bureau avec le mur de photos et les journaux, et il m'a expliqué la structure des familles, non pas théorique mais pratique. Qui devait de l'argent, qui avait des dettes de sang, quelles alliances étaient réelles et lesquelles étaient une performance. C'est le code par lequel votre père a vécu, a dit Victoriao, montrant un passage dans l'un des journaux. Ne mentez jamais sur la raison pour laquelle vous faites quelque chose, seulement sur ce que vous faites. Les familles sont bâties sur la tromperie, mais la tromperie qui vous tue le plus rapidement est de vous mentir sur votre propre motivation. Si vous allez blesser quelqu'un, prenez que vous voulez le blesser. Ne prétendez pas que c'est une nécessité. Assumez-le, c'est fou. Il se racle la gorge, la survie. Il a tourné la page. Votre père l'a parfaitement compris. C'est ce qui le rendait dangereux et ce qui les a obligés à le tuer. Il était la seule personne de la famille Russo qui savait exactement ce qu'il voulait, exactement ce que cela coûterait. Il ne pouvait pas le prédire parce qu'il ne se mentait pas. Le soir, j'étais épuisé d'une manière que je n'avais jamais expérimentée. Mon corps était endolori. Mon esprit se sentait commensuré et mis à sécher. Victoriao a commandé de la nourriture non pas dans des restaurants, mais d'un endroit privé, livré par un homme qui a hoché la tête à Vittorio et n'a posé aucune question. Nous avons mangé en silence. De la nourriture italienne, du vin riche et lourd qui avait le goût de fruits noirs en mémoire. « Avez-vous peur » a-t-il demandé alors que je poussais des pâtes dans mon assiette, terrifié. « De quoi » ? « Que je ne serai pas assez bonne. Qu'ils viendront et que je me ferai tuer en essayant de me protéger. Que je réaliserai que je ne veux pas cela et que j'essayerai de partir et que vous ne me laisserez pas. » Il a posé sa fourchette. « Je vous laisserai partir. »« Non, vous ne le feriez pas. »« Vous avez raison, » a-t-il dit, et l'honnêteté de cela fut presque un soulagement. « Je ne le ferai pas, non pas parce que je vous arrêterai physiquement, mais parce qu'après tout ce que vous avez appris au cours des 18 dernières heures, partir serait un suicide, et je ne suis pas sûr de pouvoir vous regarder mourir. » La pluie avait cessé à un moment donné pendant la journée. À travers les fenêtres, la ville était visible avec une clarté douloureuse. Bâtiments, rues, gens vacants à leur vie ordinaire, sans idée de ce qui était planifié dans cette pièce. « Dites-moi quelque chose, » et je dis, « Pourquoi cela devait-il être moi? Pourquoi avez-vous passé 3 ans à m'observer au lieu de simplement contacter ma mère? Elle vous aurait laissé me protéger il y a des années. »« Parce que, » a dit Victoriao tranquillement, « votre mère porte le poids d'aimer mon frère. Chaque fois qu'elle vous regarde, elle voit sa mort. Vous deviez en arriver là librement, sachant ce que vous choisissiez et non en étant caché. C'est ce qu'il aurait voulu. Comment savez-vous cela? Parce que c'est ce que je voudrais si j'avais un enfant. La déclaration a plané dans l'air entre nous. Vous en avez un? Ai-je demandé. Un enfant? Non. Son expression s'est légèrement refermée. Les femmes dans ma vie ne survivaient pas assez longtemps pour ce genre de complications. Avant que je ne puisse répondre, le téléphone de Vittorio a vibré. Il a lu le message et quelque chose a changé sur son visage. Une dureté qui rendait la version de lui que j'avais vue dans le bureau presque douce. « Ils avancent plus vite que je ne l'avais prédit », a-t-il dit tranquillement. « Les Casanos ont fait un mouvement. Ils ont acheté des informations. Ils savent que vous existez. Ils vont s'en prendre à votre mère à Portland. » « Quoi? Comment est-ce possible? Vous avez dit qu'elle était en sécurité. Elle l'est. Il bougeait déjà, faisant apparaître les flux de sécurité sur un moniteur mural. Je pouvais voir la maison sécurisée de Portland.
Une maison de banlieue discrète. Des agents positionnés aux portes et aux fenêtres. Mais ils savent qu'elle existe, ce qui signifie qu'ils sont prêts à escalader, ce qui signifie qu'ils sont plus prêts à risquer un conflit direct que je ne le pensais. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie, a-t-il dit, sa voix tombant dans ce registre dangereux que j'avais entendu pour la première fois au restaurant, que la chronologie vient de se compresser. Dans 3 jours, j'allais vous avoir prête. Vous auriez été une histoire de fantôme qu'ils auraient poursuivi et n'auraient jamais attrapé. Au lieu de cela, il s'est tourné vers moi. Au lieu de cela, nous devons avancer la partie la plus importante de votre éducation, qui est de leur faire vouloir vous garder en vie plus qu'ils ne veulent vous utiliser. Il s'est rapproché et je pouvais le sentir de nouveau. Dans ce parfum sombre et cher comme le cuir et la fumée, nous devons leur faire croire que vous êtes plus précieuse comme négociation que comme levier. Nous devons leur faire penser que vous êtes de leur côté. Comment faisons-nous cela? De la même manière que votre père l'a fait, en leur disant une vérité si convaincante qu'ils vous protégeront de leurs propres intérêts. Il a tendu la main et glissé une mèche de cheveux derrière mon oreille dans un geste si doux qu'il contredisait tout le reste chez lui. En vous rendant l'importante pour quelqu'un de si dangereux que vous blessez, devient dangereux pour eux. Et qui serait cela? Sa main a bougé vers ma mâchoire, inclinant mon visage vers le sien. Moi, a-t-il dit doucement. Dehors, la ville respirait dans l'obscurité. Dedans, l'espace entre nous s'est contracté jusqu'à quelque chose d'infiniment petit et d'impossiblement chargé. Demain, des gens commenceraient à mourir. Mais ce soir, dans le penthouse suspendu au-dessus de tout, Vittorio Russo a pris la décision qui détruirait tout ce qu'il avait passé 17 ans à construire. Il a décidé d'arrêter de prétendre qu'il me protégeait. Il a décidé de se laisser me vouloir à la place. La maison sécurisée était dans les montagnes, à 3 heures de la ville, cachée sur une propriété qui appartenait officiellement à une société écran que Vittorio possédait depuis 12 ans. Le trajet s'est déroulé en silence. Vittorio au volant d'une voiture si chère qu'il semblait être assis dans la richesse elle-même. Moi sur le siège passager, essayant de traiter le fait que nous fuyions, fuyant réellement. Le genre de fuite qui suggérait un danger immédiat. Le genre qui faisait que tout ressemblait à un film jusqu'à ce que vous réalisiez que le film était votre vraie vie. Pourquoi sommes-nous ici? Ai-je finalement demandé alors que la ville s'éloignait derrière nous et que les montagnes commençaient à s'élever devant. Parce que, a dit Vittorio, ses mains fermes sur le volant. Les Casanos ont fait leur coup. Ils ont envoyé des gens au restaurant. Ils ont interrogé Carlo à votre sujet. Il ne leur a rien dit, mais le fait qu'ils aient demandé signifie qu'ils s'organisent. Cela signifie que notre fenêtre se ferme. Combien de temps? Peut-être une semaine. Peut-être moins. J'ai regardé les lumières de la ville disparaître dans le rétroviseur. Quelque part à Portland, ma mère était protégée par des hommes que je n'avais jamais rencontrés. Quelque part dans son empire, la famille de Vittorio prenait des décisions pour savoir s'il fallait me protéger ou me livrer pour acheter la paix. Votre famille le ferait, ai-je dit. Me livrer? Je veux dire, pour se protéger. La plupart le feraient, a-t-il acquiescé. Le nom Russo est ancien, mais ce n'est plus ce qu'il était. Nous sommes dans une période de faiblesse. Quelqu'un comme vous, quelqu'un avec une revendication légitime sur la ligne Moretti, est une menace pour la structure de pouvoir actuelle. Plus facile d'éliminer la menace que de la gérer. Pourquoi me protéger alors? Pourquoi ne pas simplement les laisser m'avoir? Il est resté silencieux pendant plusieurs minutes, la voiture avalant l'autoroute, l'obscurité absolue autour de nous. Parce que, a-t-il finalement dit, j'ai été loyal envers une famille qui n'a jamais été loyale à rien d'autre qu'à l'argent. J'ai suivi un code d'honneur avec des gens qui traitent l'honneur comme une décoration. Et il y a 17 ans, j'ai fait une promesse à un homme mort que j'ai l'intention de tenir. Même si la tenir signifie aller à la guerre, la maison sécurisée est apparue à minuit. Un complexe en retrait de la route,
entouré d'une forêt dense, le genre d'endroit qui existait spécifiquement pour faire disparaître des gens. Multiniveau, moderne, équipé de systèmes de surveillance qui rendaient le penthouse simpliste et totalement isolé. C'est juste nous, ai-je demandé alors que Victoriao nous ouvrait l'entrée principale. Pour ce soir? Ouais, a-t-il dit. Avait notre unique sac posé sur le sol en marbre du foyer. Demain, des gens commençaient à arriver, des spécialistes, des gens qui me sont loyaux spécifiquement, pas à la famille. Mais ce soir, vous vous reposez. C'est non négociable. Mais quand je me suis couché dans la chambre d'amis, un autre SOS anonyme, parfaitement aménagé. Je ne pouvais pas dormir. Je pouvais entendre le vent dans les arbres dehors, le silence absolu des montagnes, et en dessous, le son de mon propre sang circulant dans mes veines. Vers 3 heures du matin, j'ai abandonné. J'ai trouvé Victoriao dans la cuisine, préparant du café avec le genre d'attention méticuleuse que la plupart des gens réservent aux rituels. Il ne portait qu'un pantalon noir et une chemise sombre, les manches retroussées, et la domesticité de la chose m'a choqué. « Vous ne dormez pas ?» a-t-il demandé, sans se retourner. « Il se passe trop de choses dans ma tête. »« Cela passera. » Il a versé du café dans 2 tasses, noires, fort, le genre qui me faisait pleurer les yeux. Ou non. Cela dépend si vous voulez que cela passe. Certaines personnes dans ce monde deviennent accros à l'adrénaline, au sentiment d'être en équilibre sur le fil du rasoir. Faites-vous partie de ces gens? Je l'étais, a-t-il dit, et il s'est finalement tourné vers moi. Dans la lumière douce de la cuisine, je pouvais voir le prix que les 18 dernières heures avaient exigé. Des ombres sous ses yeux, une tension autour de sa bouche, mais c'était quand je n'avais rien à perdre. C'était quand je pouvais me permettre de vouloir le danger. C'est différent maintenant. Pourquoi est-ce différent? Il m'a étudié un long moment et je pouvais voir la guerre se dérouler derrière ses yeux entre les parties de lui qui voulaient me protéger et les parties qui voulaient quelque chose d'entièrement différent. Parce que, a-t-il dit tranquillement, maintenant, j'ai quelque chose que je ne veux pas perdre. Il est passé devant moi. Et il a fallu un effort sincère pour ne pas tendre la main et le toucher quand il est passé. Dans le salon, les fenêtres s'ouvraient sur l'obscurité absolue. Victoriao s'est installé dans un fauteuil en cuir près de la cheminée, le café à la main, et m'a fait signe de faire de même. Je me suis assise en face de lui, assez près pour que j'aie pu traverser l'espace entre nous si je l'avais voulu. « Parlez-moi de votre père, a-t-il dit, du point de vue de votre mère. Pas les journaux, pas les registres officiels. Que vous a-t-elle dit à son sujet? Presque rien, ai-je admis. Elle m'a dit qu'il était mort. Elle m'a dit qu'il nous aimait. Au-delà de cela, elle n'en a pas parlé. Elle vous protégeait du chagrin, mais aussi de vouloir quelque chose que vous ne pouviez pas avoir. Il a bu une lente gorgée de café. C'est une gentillesse. En fait, la plupart des gens dans ce monde ne sont pas assez gentils pour cela. Comment était-il? Pas d'après les journaux. Doux, a dit Victoriao, et quelque chose de vulnérable a traversé son expression. Plus doux qu'il n'avait besoin de l'être pour ce qu'il voulait. Il aimait votre mère d'une manière qui le rendait stupide. Il aurait tout quitté pour elle si elle l'avait demandé. C'est pour cela qu'ils l'ont tué finalement. Non pas parce qu'il était dangereux, mais parce qu'il était capable de vouloir quelque chose de plus que le pouvoir. Ce genre d'homme est une menace pour les gens qui ont déjà tout sacrifié pour le pouvoir. Et vous, ai-je demandé, qu'êtes-vous capable de vouloir? Le silence s'est étiré entre nous. Dehors, le vent soufflait dans les arbres. Dedans, le feu crépitait doucement. La seule chose audible, outre le son de notre respiration. C'est la question que j'évite depuis 3 ans, a-t-il dit finalement. La réponse était autrefois rien. Je voulais le pouvoir, le contrôle, la stabilité. Je voulais honorer la mémoire de votre père en construisant quelque chose qui pourrait vous protéger à distance. Mais quelque part pendant ces 3 ans, pendant que je vous regardais débarrasser les tables et lire des livres sur un banc sous un auvent cassé,
Quelque chose a changé. Qu'est-ce qui a changé? J'ai cessé d'être satisfaite de vous protéger à distance. J'ai posé mon café. Mes mains tremblaient légèrement et je ne voulais pas le renverser. Victoriao, je ne vais pas vous toucher, a-t-il dit tranquillement. Pas comme ça. Pas encore. Ce serait une complication que nous ne pouvons pas nous permettre en ce moment. Mais je voulais que vous compreniez qu'il y a une raison pour laquelle je suis prêt à tout risquer pour vous. Ce n'est pas seulement le code. Ce n'est pas seulement votre père. C'est que vous comptez pour moi d'une manière que les gens comme moi ne laissent généralement pas les choses compter. Je me suis levée, trop agitée pour rester assise, et je me suis dirigée vers la fenêtre. Mon reflet me regardait du verre. Une fille qui ressemblait à une serveuse, qui portait le bracelet de son père, qui n'avait aucune idée que ce matin, elle se réveillerait dans un monde complètement différent. Si vous me mentez, ai-je dit tranquillement. Si c'est de la manipulation, si vous êtes, alors vous le reconnaîtrez, a interrompu Victorio. Parce que je vous ai appris à lire les gens et vous y êtes doué. Vous y êtes meilleur que la plupart des gens que je connais qui ont passé toute une vie à apprendre. Donc, si je mens, vous le saurez. Je me suis retourné pour lui faire face. Est-ce que je mens? A-t-il demandé. Je l'ai étudié. La tension contrôlée de ses épaules, la rudesse dans ses yeux, la façon dont ses mains agrippaient la tasse de café, comme si c'était la seule chose qui le maintenait attaché. Non, ai-je dit, je ne pense pas. Alors nous avons un problème, a-t-il dit doucement, parce que je ne peux pas me permettre de vous vouloir et je ne peux pas arrêter de vous vouloir. Et dans environ 7 jours, des gens vont venir ici qui utiliseraient cela contre moi. Qui vous utiliserait contre moi? La foudre a claqué dehors les fenêtres. La tempête avait monté toute la nuit et maintenant elle s'est enfin déchaînée. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ai-je demandé. Nous survivons, a-t-il dit. Nous nous entraînons. Nous nous préparons et nous essayons très fort de ne pas penser aux façons dont cela tournera mal si nous ne faisons pas attention. Mais nous étions déjà imprudents. Je pouvais le sentir dans l'air entre nous. Le début de quelque chose qui ne se souciait pas de la prudence. Quelque chose qui avait son propre élan. Quelque chose qui nous détruirait tous les deux avant d'être terminé. L'équipe est arrivée le 3e jour. 5 personnes, spécialistes en sécurité, renseignement, finance et violence. Victoriao avait donné un nom à chacun d'eux, bien que je soupçonnais que ce n'était pas leur vrai nom. Ils se sont déplacés dans la maison sécurisée comme des fantômes, prenant le contrôle du centre de commandement au niveau inférieur, installant des équipements de surveillance qui faisaient paraître les systèmes du penthouse désuet. L'une d'entre eux, une femme appelée Iris, s'est particulièrement intéressée à moi. Elle était grande, avec des cheveux striés d'argent et le genre Dieu qui avait vu toutes les versions de la tromperie humaine. Elle est arrivée avec une valise pleine de documents, de nouvelles identités, d'historiques de crédit, de passés soigneusement construits pour les personnes qui avaient besoin de disparaître. Nous avons 7 options, m'a dit Iris le 4e jour, étalant des papiers sur la table de la cuisine. Différents pays, différentes identités, différentes trajectoires de vie. Vous devez choisir la personne que vous voulez être quand vous partirez d'ici. Et quand est-ce? Ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. 5 jours, peut-être moins si les Casanos bougent plus vite que prévu. Elle a allumé une cigarette, illégale dans la maison. Mais personne n'a osé le lui dire et m'a regardé. Victoriao vous a-t-il parlé de ce qui se passe si cela tourne mal? Il a dit qu'il ferait vite. Il essaierait, a dit Iris. Mais ce n'est pas vraiment possible s'ils vous attrapent. Ils vous garderont dans vie tant que vous aurez une utilité. Et cela pourrait être très long. Il se racle la gorge, vu des gens brisés de manière qui font que la mort ressemble à une miséricorde. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que Vittorio est émotionnellement compromis, et le compromis est ce qui tue les gens dans ce métier. Elle a tapoté des cendres dans une soucoupe. Il essaie de vous sauver. C'est admirable et stupide.
La chose intelligente serait de vous mettre dans un avion pour Buenos Aires demain et de vous laisser vivre votre vie comme quelqu'un d'autre. Au lieu de cela, il se prépare à une guerre qui pourrait même ne pas être gagnable. Pourquoi ferait-il cela? Parce qu'il aime votre père assez pour tenir sa promesse, a dit Iris, et parce qu'il vous veut assez pour tout risquer d'autre. J'ai quitté la cuisine avant qu'Iris ne puisse voir l'effet de ses mots. Ce soir-là, j'ai trouvé Vittorio dans le centre de commandement, entouré de moniteurs montrant des flux satellites de la ville. Il avait l'air épuisé. Il avait l'air de quelqu'un qui se défaisait lentement et essayait très fort de ne pas le montrer. Iris pense que vous êtes compromis, ai-je dit. Iris a raison. Il n'a pas quitté les moniteurs des yeux. Je suis dramatiquement, dangereusement compromis. C'est pourquoi nous devons établir des limites. Quel genre de limites? Le genre où j'arrête de vous regarder comme je vous ai regardé, a-t-il dit tranquillement. Parce que si les Casanos voient une faiblesse, ils l'exploiteront. Ils vous utiliseront pour me briser. Et je ne peux pas me permettre d'être brisé en ce moment. Mais même en le disant, il a finalement détourné les yeux des moniteurs et s'est tourné pour me faire face. Et son expression contredisait chaque mot qu'il venait de prononcer. Nous ne devrions pas être seuls ensemble, a-t-il continué. Pas avant que cela ne soit résolu. C'est trop risqué. D'accord. Il semblait s'attendre à ce que je discute quand je ne l'ai pas fait. Quelque chose a vacillé sur son visage. Déception peut-être ou soulagement. C'était difficile à dire avec lui. Je le pense. Il a dit, à partir de maintenant, il y a toujours au moins une personne avec nous. J'ai dit, d'accord, alors pourquoi êtes-vous toujours ici? Mais il n'a pas bougé, et je ne suis pas parti. Nous sommes restés dans le centre de commandement, avec ses murs de moniteurs et ses douzaines d'yeux observant la ville. Et l'espace entre nous semblait plus petit qu'il n'aurait dû être étant donné qu'il venait d'établir une limite et que j'avais accepté. Dis-moi quelque chose honnêtement, ai-je dit. Est-ce que tout cela est réel? La protection, l'entraînement, le plan pour me garder en vie? Est-ce réellement possible ou faites-vous juste des promesses que vous ne pouvez pas tenir? C'est possible, a-t-il dit. Difficile, incertain, mais possible. Et si je me fais tuer de toute façon, alors je rase la famille à Casano et passe le reste de ma vie à leur faire comprendre ce que cela coûte. La façon dont il l'a dit était si absolue, si exempte de toute ironie ou exagération que cela est devenu réel. C'est devenu possible. Je ne veux pas ça, ai-je dit. Je ne veux pas que vous gâchiez toute votre vie pour moi. Vous ne décidez pas de ça, a-t-il dit tranquillement. J'ai gâché ma vie il y a longtemps. Je n'ai fait que suivre les mouvements de la vie. Vous êtes la première chose qui a fait que les mouvements se sentent réels depuis très longtemps. Les moniteurs ont projeté une lumière bleue sur son visage. Il ressemblait à un homme se noyant et en étant conscient, mais choisissant de ne pas se battre. Si nous faisons cela, ai-je dit, si nous faisons réellement cela, alors j'ai besoin de savoir que je ne suis pas une complication, que je ne suis pas juste une obligation héritée de mon père. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Il s'est rapproché et je pouvais sentir la violence contrôlée sous sa peau, la tension de quelqu'un qui se retient. Vous êtes la seule chose propre dans une vie très sale, et cela vous rend dangereuse d'une manière qui n'a rien à voir avec votre lignée. Allez-vous m'embrasser ou continuer à parler de pourquoi vous ne devriez pas? C'était un défi et il l'a reconnu comme tel. Pendant un instant, il a semblé qu'il allait réellement s'éloigner, qu'il allait réellement maintenir la limite qu'il venait d'établir. Puis il a tendu la main et a pris mon visage dans ses mains avec la même attention méticuleuse qu'il avait montrée en préparant le café. Et il m'a embrassé. Ce n'était pas doux. Ce n'était pas une promesse ou un début. C'était un homme qui avait été contrôlé pendant 17 ans, se permettant enfin un moment de perte totale de contrôle. C'était, il se racle la gorge, désespéré et brut. Et cela avait le goût de toutes les choses qu'il ne pouvait pas dire à voix haute, l'envie et le besoin, et une sorte de faim qui allait au-delà du physique. Quand il s'est retiré, ses yeux étaient fermés, et sa respiration était haletante.
Cela ne peut plus arriver, a-t-il dit, parce que cela compromet le plan. Parce que si cela arrive de nouveau, je ne pourrai pas vous laisser partir. Et vous laisser partir, vous garder libre. C'est la seule chose propre qu'il me reste à donner. Je ne veux pas la liberté, ai-je dit. Je veux. Il a couvert ma bouche avec sa main. Pas violemment. Doucement, un commandement livré par le toucher. Ne le faites pas, a-t-il dit. Ne me dites pas ce que vous voulez. Pas maintenant. Parce que maintenant, j'ai encore la capacité de faire ce qui est juste. Et si vous me demandez de choisir entre vous garder en vie et vous garder, je ne suis pas sûr de la manière dont je craquerai. Il a baissé sa main et s'est retourné vers les moniteurs. Allez dans votre chambre, a-t-il dit tranquillement. Et demain, nous maintenons les limites quoi qu'il arrive. Je l'ai laissé là dans la lumière bleue, regardant une ville qu'il contrôlait et une fille qu'il ne pouvait pas protéger, et lui-même se défaisant lentement. Au matin, il avait pris une décision que je ne comprendrais que lorsqu'il serait bien trop tard pour la reprendre. Une décision qui briserait tout. Le message est arrivé à 6 heures du matin. Victoriao m'a trouvé dans la cuisine et m'a tendu un téléphone, pas le sien. Un appareil sécurisé qui semblait avoir été fabriqué spécifiquement pour envoyer des communications intraçables. La famille Moretti veut négocier. Lisez le message. Ils sont prêts à conclure un accord directement avec vous. Pas d'intermédiaire, juste vous. Eux et une promesse. Quelle promesse? Ai-je demandé, bien que je soupçonnais déjà la réponse. Que vous vous aligniez avec eux, a dit Victoriao tranquillement. Son visage était fermé, totalement illisible. Que vous acceptiez votre héritage, votre position, votre sang. En échange, ils vous protégeront des Casanos. Ils vous donneront du pouvoir. Ils vous rendront légitime. Et qu'en pensez-vous? Je pense que c'est un piège. Il a repris le téléphone. Mais c'est aussi peut-être le seul moyen de vous garder en vie sans déclencher une guerre que ma famille n'est pas assez forte pour gagner. Nous l'envisageons. Je l'envisage, a-t-il dit. Ce qui signifie que vous non. Vous allez rester ici. Vous allez être en sécurité et je vais les rencontrer. Absolument pas. Je me suis levé. Si vous marchez dans un piège, je ne reste pas sur la touche. Vous le faites, a-t-il dit. Et sa voix avait pris cette qualité dangereuse que j'avais appris à reconnaître. Vous allez rester dans ce complexe. Vous allez écouter tout ce qu'Iris vous dit. Et si quelque chose m'arrive, vous allez prendre un avion avec une nouvelle identité et vous ne regarderez jamais en arrière. Victoriao, promettez-moi. Non, il a traversé la cuisine et m'a acculé contre le comptoir. De près, je pouvais voir l'épuisement gravé sur son visage. Le fardeau de 17 ans de contrôle qui s'effondrait enfin. Promettez-moi, a-t-il répété, ou je demanderai à Iris de vous séduire et de vous enfermer dans une pièce pour les 72 prochaines heures. Je le ferai et je ne ressentirai rien d'autre que du soulagement en le faisant parce qu'au moins je saurai que vous êtes en sécurité. Vous ne pensez pas clairement, exactement. Il était si proche, je pouvais sentir la chaleur rayonner de son corps. Je ne pense pas clairement. Je pense avec les parties de moi qui veulent que vous viviez plus que je ne veux vivre moi-même. Alors, j'ai besoin que vous pensiez clairement pour nous deux. J'ai besoin que vous me promettiez que vous survivrez à cela, que vous m'oublierez si vous le devez, que vous deviendrez quelqu'un de nouveau et respirerez et rirez et vivrez une vie qui n'aura aucune de cette obscurité. Je ne peux pas faire ça. Vous allez devoir le faire. Il m'a embrassé alors, bref, féroce comme s'il essayait de mémoriser la sensation de ma bouche, et puis il est parti. Il a quitté la maison sécurisée en début d'après-midi. Iris m'a informé qu'il rencontrait la famille Moretti en territoire neutre, un hôtel du centre-ville, protégé par la sécurité des deux familles, assez public pour que la violence ouverte soit difficile, mais possible, a ajouté Iris, me regardant avec ses yeux connaisseurs. Peu probable, mais possible. J'ai essayé de rester occupé. Je me suis entraîné avec l'un des spécialistes, un homme tranquille nommé Marco, qui m'a enseigné des séquences de mouvements qui désarmeraient quelqu'un sans laisser de preuves.
J'ai étudié la généalogie des familles jusqu'à ce que les noms se confondent. J'ai fait tout ce que je pouvais, sauf penser à Victoriao, entrant dans une situation qui était presque certainement conçue pour le briser. À 20 heures, il n'était pas revenu. À minuit, la maison sécurisée était passée dans une version de panique contrôlée que personne n'admettait. Iris se tenait dans le centre de commandement, regardant les flux de l'hôtel, couloir vide, sécurité faisant ses rondes. Rien ne suggérait que de la violence ait eu lieu, mais le téléphone de Vittorio était silencieux. Son équipe de sécurité ne pouvait pas le localiser. Il avait disparu du système de surveillance de l'hôtel entre 18h47 et 18h49, un intervalle d'exactement 2 minutes. Ils l'ont pris, ai-je dit. Probablement, a acquiescé Iris, ce qui ne signifie pas nécessairement qu'il est mort. Les Moretti sont en train de tenter un coup de pouvoir, et Vittorio leur est précieux vivant. Il a des connexions, des informations, des ressources, mort. Il n'est qu'une complication. Alors, que faisons-nous? Nous attendons qu'ils prennent contact. Elle a allumé une autre cigarette illégale. Ils voudront quelque chose. De l'argent généralement ou une promesse ou quelqu'un à échanger. Ses yeux se sont posés sur moi en disant cela. Vous ne me troquez pas contre lui, ai-je dit. Je ne l'avais pas prévu. Elle a pris une longue bouffée. Mais Victoriao pourrait avoir d'autres idées si cela en vient là. L'amour rend les gens stupides d'une manière que la violence n'a jamais pu. Je ne pouvais pas rester avec cette déclaration. J'ai quitté le centre de commandement et me suis retrouvé dans le bureau entouré de livres et de photographies et du fantôme de l'homme qui avait mis tout cela en mouvement il y a 17 ans. Mon père me fixait de son portrait, son expression portant toujours cet espoir impossible. J'ai tiré son journal de l'étagère et l'ai ouvert au hasard. Le moment où vous laissez quelqu'un importer plus que vous-même, vous êtes déjà perdu. Mais le moment où vous cessez de laisser quiconque importer, vous êtes déjà mort. Le seul art est de trouver la ligne exacte entre ces deux états où vous pouvez encore fonctionner. Je ne suis pas sûr de l'avoir jamais trouvé. Quelque chose s'est brisé dans ma poitrine. Je savais avec le genre de clarté qui vient de la terreur que Vittorio n'avait pas non plus trouvé cette ligne, qu'il était tombé complètement dans la première catégorie, l'amour. Le rendant vulnérable, le rendant un passif, le rendant quelqu'un que les Moretti pourraient briser. Au matin, le contact est venu. Une vidéo envoyée au téléphone sécurisé. Vittorio dans ce qui ressemblait à un sous-sol, sa chemise déchirée, du sang coulant d'une coupure au-dessus de son œil. Il n'était pas brisé, pas encore. Il était toujours debout, toujours composé, toujours dangereux, mais en arrière-plan, à peine visible. Je pouvais voir quelqu'un d'autre, ma mère. Il l'avait trouvée à Portland. Il l'avait extraite de la maison sécurisée. Et maintenant, ils les avaient tous les deux. Et ils voulaient ce qu'ils avaient toujours voulu, moi. Le message était simple. Me rendre à eux, et ils laisseraient Victoriao et ma mère partir vivants. Entrer seuls dans un complexe familial Moretti et accepter mon héritage selon leurs termes. C'était impossible. C'était aussi la seule option qui ne se terminait pas avec quelqu'un que j'aimais mort. Je préparais un sac non pas pour fuir, mais pour me préparer à l'inévitable quand Iris m'a trouvé. « Vous ne pouvez pas faire ça », a-t-elle dit sèchement. « Je dois. Vous serez morte dans un mois. Ils vous utiliseront pour consolider le pouvoir et ensuite ils élimineront la menace. Votre père l'a compris. Vittorio le comprend. La seule personne qui ne semble pas le comprendre, c'est vous. Ma mère est là, ai-je dit. Victoriao est là, je ne peux pas les laisser. Vous le pouvez, a dit Iris tranquillement. Et vous devriez, parce que tous les deux préféreraient être morts que de vous voir détruite. Je me fiche de ce qu'ils préféreraient. J'y vais. Elle laisse rester silencieuse un long moment. Alors au moins, faites-le intelligemment. Au moins, utilisez ce qu'on vous a appris. Alors j'ai appelé le numéro sur la vidéo. J'ai fait une offre. Je me rendrai, mais pas à eux. À ma grand-mère, à la plus ancienne Moretti vivante,
à la femme qui dirigeait la famille en coulisses pendant que des hommes comme mon père et Vittorio ou se battaient et mouraient dans les rues. Cela a pris 3 heures, mais ils ont accepté. La réunion a été fixée pour midi le lendemain. Un lieu neutre, pas un complexe Moretti, mais une galerie surplombant la ville, appartenant à quelqu'un qui existait en dehors des deux familles. J'ai passé la dernière nuit de ma vieille vie à écrire des lettres que je n'enverrai jamais. Une à ma mère lui disant que je lui pardonnais de s'être enfui, d'avoir essayé de me protéger dans l'ignorance. Une à Victoriao, lui disant que sa promesse à mon père était maintenant ma promesse et que je finirais ce qu'il avait commencé. Et une à moi-même, à la fille qui était serveuse la semaine dernière, qui avait existé dans un espace si petit et sûr que rien ne pouvait me toucher, un adieu à elle. Parce que la fille qui entrerait dans cette galerie demain serait quelqu'un d'entièrement différent. Elle serait dangereuse. Elle serait la dernière Moretti, revendiquant ce qui lui avait été laissé par le sang et le sacrifice. Elle serait la personne qui comprendrait enfin que l'amour et le pouvoir n'étaient pas des forces opposées. Ils étaient la même chose, et le seul art était de savoir qui était quoi. La galerie était blanche et vide, le genre d'espace artistique où l'absence était la seule esthétique qui comptait. Ma grand-mère m'attendait au centre de la pièce, flanquée de 2 gardes de sécurité. Elle était plus petite que je ne l'attendais, environ 80 ans, avec des cheveux argentés sévèrement tirés en arrière, portant un costume noir qui coûtait probablement plus que mon salaire annuel. Elle m'a regardé et a souri. « Vous êtes la fille de Marco » a-t-elle dit. « Il aurait aimé vous connaître. » Mon grand-père, l'homme qui avait tout commencé. « Où est Victoriao » ai-je demandé. « En sécurité, attendant de voir si vous allez coopérer. » Elle a fait signe aux gardes. « Fouillez-la. » Ils l'ont fait professionnellement, trouvant le petit couteau que j'avais caché dans ma botte. L'entraînement de Marco, son insistance pour que j'aie toujours accès à une arme. Ils l'ont pris sans commentaire et se sont reculés. « Vous êtes courageuse » a dit ma grand-mère. « Ou stupide. Il est souvent difficile de faire la différence chez les jeunes femmes. Je ne suis ni l'un ni l'autre et je dis, je suis pratique. Vous me voulez vivante et compliante. Vittorio a besoin de savoir que je choisis cela librement, sans être forcé. C'est la seule façon pour qu'il ne passe pas le reste de sa vie à essayer de me récupérer. » Elle m'a étudié un long moment. « Vous êtes intelligente aussi. C'est gênant. Pour vous ou pour moi? Pour nous deux. » Elle s'est rapprochée et je pouvais sentir son parfum, quelque chose de cher, quelque chose qui avait probablement été créé spécifiquement pour elle. « Venez avec moi, il y a quelqu'un que vous devriez rencontrer. » Elle m'a mené plus profondément dans la galerie, passant devant des murs vides, devant des pièces qui résonnaient d'absence. Au bout d'un long couloir, il y avait une salle d'observation, et à travers la fenêtre de cette pièce, je pouvais voir dans un espace séparé. Victoriao était là. Il était assis sur une chaise, les mains liées, du sang séché sur son visage, mais ses yeux étaient toujours vifs. Au moment où il m'a vu, ils se sont agrandis, non pas de soulagement, mais de quelque chose qui ressemblait à de l'angoisse. « Il peut vous voir, a dit ma grand-mère, mais il ne peut pas vous entendre, et vous pouvez le voir, mais il ne sait pas si vous êtes ici de votre propre gré ou parce que vous avez été forcé. » Le but était évident. Victoriao devrait vivre avec l'incertitude. Que je sois son salut ou sa damnation resterait inconnu jusqu'à ce que je le rende clair. « Que voulez-vous de moi » ai-je demandé. « Ce que j'ai toujours voulu » a-t-elle dit. « Ce que chaque Moretti veut, le pouvoir, la légitimité, quelqu'un pour porter le nom à la génération suivante sans les querelles de sang et l'incompétence qui ont affligé les hommes de notre famille. » Elle a fait un geste vers Vittorio. « Cet homme est utile mais compromis. Il est amoureux, ce qui le rend vulnérable. Vous, en revanche, pourriez être tellement plus que cela. Si je m'aligne avec les Moretti, quand vous vous alignerez avec les Moretti, a-t-elle corrigé. Ce n'est plus une question. La seule négociation porte sur les termes. J'ai regardé à travers la fenêtre Vittorio.
Il me regardait avec une intensité qui faisait mal à ressentir. Libérez-le, ai-je dit. Et ma mère, et en échange, j'accepte ma position. Je deviens Moretti. Je vous donne ma loyauté, ma lignée, mes futurs enfants portant le nom. Je deviens la chose que vous attendez depuis la mort de mon père. C'est très généreux, a dit ma grand-mère, mais aussi incroyablement naïf. Pourquoi libérerais-je la seule personne qui pourrait vous contrôler? Une fois Rousseau libre, il vous emmènera, il vous cachera, il passera le reste de sa vie à vous protéger de moi. Elle avait raison, c'était naïf, mais j'avais été mieux entraîné que cela. Non, ai-je dit tranquillement. Il ne le fera pas parce que je ne vais pas le laisser faire. Je me suis tourné pour lui faire face pleinement et j'ai réalisé, sentant cela me traverser le corps comme de l'électricité, que je n'avais plus peur. Je comprends ce que vous essayez de faire. J'ai dit que vous vouliez me contrôler comme les hommes de votre famille vous ont contrôlé. Mais cela s'arrête maintenant. Mon père est mort en refusant d'être contrôlé. Vittorio a passé toute sa vie à se contrôler et je ne vais être contrôlé par personne. Belle parole, a dit ma grand-mère. Mais vous êtes vous dans une pièce avec ma sécurité et cet homme est dans une autre pièce avec une sécurité différente. Qu'est-ce que vous comptez faire exactement? J'ai sorti le deuxième couteau, celui qu'Iris avait cousu dans la doublure de ma veste, celui que j'avais entraîné à saisir en moins de 3 secondes. J'ai bougé avec la précision que Marco m'avait inculquée 100 fois, et j'ai frappé le premier garde à la gorge alors qu'il tendait la main vers son arme. Il est tombé sans un bruit. Le second garde était plus rapide, mais il n'était pas plus rapide que quelqu'un qui avait passé une semaine à apprendre à prédire le mouvement humain. J'ai esquivé sa prise, utilisé son élan contre lui, et j'ai enfoncé le couteau sous ses côtes comme on me l'avait appris. Son sang a éclaboussé le sol blanc de la galerie comme de l'art moderne. Ma grand-mère m'a regardé avec une expression de quelque chose comme du respect. « Votre père n'aurait jamais fait ça », a-t-elle dit tranquillement. « Non », ai-je acquiescé, « mais je ne suis pas mon père. » J'ai laissé tomber le couteau et j'ai sorti le téléphone, celui que j'avais gardé caché dans un endroit que même Iris ne connaissait pas, celui que Vittorio m'avait donné avant de quitter la maison sécurisée. J'ai appuyé sur le bouton, rien ne s'est passé visuellement. Mais j'ai regardé la lumière dans la pièce où Vittorio était retenu vaciller, puis s'éteindre. La porte derrière laquelle il était enfermé serait ouverte maintenant. Vittorio avait été explicite sur ce plan de contingence. Si quelque chose tournait mal à la réunion, les systèmes du bâtiment se réinitialiseraient. Il aurait 15 secondes avant que l'alimentation de secours ne se déclenche. 15 secondes pour bouger. Vous avez vraiment cru, a demandé ma grand-mère avec quelque chose qui ressemblait presque à de l'amusement, que vous pouviez prendre cette famille par la force. Non, ai-je dit, je la prends de droit. J'ai sorti la documentation. J'avais demandé à Iris de créer des généalogies, des tests sanguins, le genre de preuves officielles qui résisteraient à un examen minutieux. Ma revendication légitime sur la lignée Moretti, incassable. J'appelle le conseil. Je vous défie formellement pour la direction de la famille, et à moins que vous ne soyez prête à exécuter votre unique héritière dans une galerie sans témoin, vous allez accepter ce défi. C'était un bluff. Un bluff désespéré, insensé, basé sur une semaine d'entraînement et beaucoup de vœux pieux sur des traditions que je n'avais qu'à moitié comprises. Mais ma grand-mère a souri. « Vous êtes définitivement la petite fille de Marco », a-t-elle dit. « Ce qui signifie que vous êtes dangereuse d'une manière que le conseil comprendra. » Très bien, défi accepté. Derrière moi, j'ai entendu un son, silencieux, efficace, le genre de son qui signifiait que Vittorio était libre et en mouvement. Il est apparu dans l'embrasure de la porte, saisissant la scène. Les gardes morts. L'expression composée de ma grand-mère, moi debout au centre d'une galerie blanche avec du sang sur les mains. Pendant un instant, toute son expression a changé. Le contrôle s'est complètement fissuré, révélant quelque chose de brut en dessous. « Tu les as tués », a-t-il dit. « J'ai fait ce que je devais faire. » Il a traversé l'espace entre nous,
et a pris mon visage dans ses mains comme il l'avait fait dans le centre de commandement, doux et désespéré. « Tu n'es pas censé être comme ça, a-t-il dit. Tu es censé être libre de ça. Je n'allais jamais être libre de ça, lui ai-je dit. Aucun de nous ne l'est. Le seul choix est de savoir si on est contrôlé par ça ou si on le contrôle en retour derrière nous. Ma grand-mère était déjà au téléphone, appelant probablement le conseil. « Vous comprenez ce qui se passe maintenant ?» a demandé Victoriao. « Vous défiez la direction de l'une des familles les plus puissantes de cette ville. Vous n'allez plus être une histoire de fantôme. Vous allez être une cible. » Je sais, ai-je dit, mais vous m'avez appris à prédire le mouvement, à lire l'intention, à comprendre la différence entre le contrôle et la soumission. Ce n'est pas ce que je voulais pour vous, je sais, ai-je dit de nouveau, mais c'est ce que je choisis quand même. Il m'a embrassé alors, bref, dévasté, final. Et dans ce baiser, je l'ai senti abandonner 17 ans de contrôle, abandonner la promesse qu'il avait faite à mon père, et accepter que j'étais devenu quelque chose qui ne pouvait plus être protégé, quelque chose qui devait être détruit ou accepté selon ses propres termes. Le conseil s'est réuni 3 jours plus tard. Il s'est tenu dans une salle privée d'un restaurant qui existait exclusivement pour les familles comme la nôtre, le genre d'endroit où le sang était négocié autour du vin, et le pouvoir était redistribué tranquillement sans la publicité désordonnée de la violence réelle. Ils étaient 7, les membres les plus âgés de la famille Moretti, des hommes et des femmes qui avaient survécu à 50 ans de guerre et de trahison et de mariage stratégique. Ils m'ont regardé avec le genre de calcul que l'on ne voit que chez les gens qui ont décidé du destin des autres toute leur vie. Vous défiez votre grand-mère pour la direction de la famille. Le plus âgé a dit un homme nommé Salvatore avec des yeux comme des pierres mouillées. Sur quelle base? Légitimité. J'ai dit, son fils était martyr. Ses petits-fils sont soit corrompus, soit incompétents. Elle est vieille et la famille s'affaiblit sous son règne. Je suis jeune, je suis intelligente et je suis intacte par les compromis qui ont dégradé le pouvoir de cette famille. Vous êtes aussi une femme, a dit un autre membre du conseil. Les familles ne reconnaissent pas la direction féminine. Les Moretti sont sur le point de commencer, ai-je répondu. Ou je suis sur le point de les détruire et de laisser quelqu'un d'autre prendre le relais. Votre choix. C'était imprudent. C'était précisément le genre d'arrogance qui aurait dû me faire tuer. Mais j'avais appris quelque chose de crucial la semaine dernière. La confiance est l'arme la plus puissante dans une pièce pleine de gens qui ont passé leur vie à décider si d'autres vivent ou meurent. Le doute vous fait exécuter. La confiance vous donne la négociation. Salvatore a souri légèrement. Vous vous êtes entraîné avec Victoriao Rousseau, a-t-il observé. C'est évident, oui, et pourtant vous êtes ici sans lui, ce qui suggère soit qu'il est mort, soit que vous tentez de démontrer votre indépendance vis-à-vis de lui. Lequel est-ce? Je redoutais cette question. Il est vivant, mais nous sommes séparés pour la durée du défi. Il ne devrait avoir aucune influence sur ma direction. Et d'après le défi, en supposant que vous y surviviez, cela dépend de lui, de nous. Un autre membre du conseil, une femme avec des cicatrices chirurgicales visibles sur la gorge, s'est penchée en avant. Vous êtes amoureuse de lui, ce n'était pas une question. Oui, et il est amoureux de vous. Oui, c'est une faiblesse, a-t-elle dit sèchement. Les familles survivent parce que le leadership est basé sur la logique, pas sur l'émotion. Les familles sont en train de mourir. J'ai corrigé parce que le leadership a été basé sur la peur, pas sur la logique. Vous avez tous pris des décisions pour minimiser votre propre perte plutôt que pour maximiser le gain de la famille. Je ne ferai pas ça. Vous le ferez, a dit Salvatore avec certitude. Au moment où cela vous coûtera quelque chose que vous valorisez réellement, cet homme sera la chose qui vous détruira, et tout le monde à cette table le sait. Probablement, ai-je admis, mais c'est mon choix à faire, pas le vôtre. Le conseil a délibéré entre eux pendant ce qui a semblé des heures, mais n'était probablement que 30 minutes. Quand ils se sont tournés vers moi, Salvatore a parlé. Le défi est accepté. Le jugement par le combat aura lieu dans la semaine.
Si vous gagnez, vous prenez le contrôle de la famille. Si vous perdez, il a haussé les épaules. Le problème se résout de lui-même. Ma grand-mère, regardant depuis le côté de la pièce où les membres de la famille du Challenger étaient censés se tenir, a souri comme si elle regardait un film particulièrement divertissant. J'ai gagné l'épreuve de combat par l'intelligence plutôt que par la force. Mon adversaire était un homme nommé Jeppe, le neveu de ma grand-mère, un soldat qui avait passé des décennies à s'entraîner à la violence. Il était plus grand, plus fort, plus rapide, mais il était aussi prévisible. Je l'avais regardé se battre 3 fois en préparation, étudiant ses schémas, apprenant la façon dont il venait toujours à vous par la gauche en premier, la façon dont il favorisait sa jambe droite quand il était fatigué. Après les premiers échanges, j'ai endommagé cette jambe méthodiquement. Pas assez pour le désactiver, juste assez pour modifier sa répartition de poids. Ensuite, il se racle la gorge, il utilisé son élan contre lui et l'a mis sur le dos d'une manière qui signifiait que se relever exigerait une stratégie qu'il n'avait pas dans son arsenal. La victoire fut nette, indéniable. Je suis devenu la plus jeune dirigeante de la famille Moretti dans l'histoire enregistrée. Ce que je ne suis pas devenu, c'est libre. Au moment où j'ai assumé le pouvoir, il y avait des exigences, des affaires à gérer, des territoires à défendre, des décisions qui exigeaient mon attention constante. Ma grand-mère, plutôt que d'être mise à l'écart, est devenue ma conseillère, quelqu'un en qui je ne pouvais pas entièrement faire confiance, quelqu'un dont chaque suggestion venait avec un ordre du jour caché. Victoriao était tenu à distance par accord. C'était censé être temporaire, une façon de démontrer que mon leadership ne dépendait pas de sa protection, que je pouvais gouverner indépendamment. Mais les semaines se sont transformées en mois et la distance est devenue une caractéristique permanente de notre existence. Nous étions dans la même ville. Nous nous sommes occasionnellement vus lors de réunions d'affaires neutres. Mais c'était le genre de voir quelqu'un à travers une pièce bondée et de savoir que si vous regardez trop longtemps, quelqu'un le noterait. 3 mois après le début de mon leadership, j'ai finalement violé l'accord. Je suis allé au penthouse seul tard dans la nuit en utilisant les codes d'accès que j'avais gardés de l'époque où j'y vivais. Victoriao était dans le bureau, regardant le mur de photos. Le visage de mon père était toujours là. Mon propre visage maintenant, entremêlé à la généalogie familiale. « Vous ne devriez pas être ici », il a dit sans se retourner. Je sais, si quelqu'un le découvre, alors il le découvre. J'ai réduit la distance entre nous. J'en ai marre de ça. J'en ai marre de faire semblant de ne pas être avec vous. J'en ai marre de faire semblant de diriger une famille alors que secrètement j'attends juste quelque chose qui n'est pas permis. Il s'est finalement tourné pour me faire face. « Vous avez l'air différente », a-t-il dit. « Le pouvoir vous va bien. Le pouvoir a l'air solitaire. » Il a tendu la main et a pris la mienne. Il l'a juste tenue comme si la forme la plus simple de contact était d'une certaine manière transgressive. « Votre grand-mère a raison », a-t-il dit tranquillement. « Je suis un passif. Les familles remettent déjà en question votre légitimité à cause de votre lien avec moi. Chaque décision que vous prenez est vue à travers le prisme de savoir si Victoriao Russo l'a influencé. Je me fiche de ce que les familles pensent. Vous devriez, a-t-il dit, parce que si vous ne le faites pas, vous allez perdre tout ce pourquoi vous vous êtes battu. Et je ne peux pas en être la raison. Alors, que suggérez-vous? Je suggère que nous choisissions notre moment. Que nous planifions une sortie qui nous donne à tous les deux ce dont nous avons besoin. Que nous laissions les familles penser que je vous ai trahi ou que vous m'avez largué ou n'importe quelle histoire qui les rende à l'aise. Et puis nous disparaissons. Où? Quelque part où aucun d'eux ne peut nous toucher. Quelque part où nous ne sommes que 2 personnes. Pas une Moretti et un Russo. Pas un héritage et une promesse. Vous quitteriez votre famille. J'ai quitté ma famille il y a longtemps, a-t-il dit tranquillement. Au moment où j'ai décidé de vous garder en vie au lieu de les laisser vous utiliser. J'ai juste fait semblant de rester pendant 17 ans. J'en ai fini avec cette performance. Il m'a tiré plus près,
et je pouvais sentir la violence contrôlée de lui, la tension qui venait de quelqu'un qui se gère toujours. Mais nous devons le faire correctement, a-t-il continué. Pas d'évasion dramatique, pas de moment de film romantique. Nous devons le brûler lentement d'une manière qui fasse croire à tout le monde que c'est stratégique. Et puis un jour, vous déciderez que vous ne voulez plus diriger la famille. Vous la passerez à quelqu'un en qui vous avez confiance et nous partirons. Combien de temps, ai-je demandé? 1 an, peut-être 2. Je ne suis pas sûr de pouvoir attendre si longtemps. Vous allez devoir le faire, a-t-il dit, parce que l'alternative est de vous perdre à la même machinerie qui a tué votre père. Et je préférerais passer 2 ans à vous vouloir à distance que de passer le reste de ma vie à savoir que j'étais la raison pour laquelle ils vous ont détruite. Il m'a embrassé alors, profondément, sans hâte, portant toute la patience de quelqu'un qui avait appris à attendre. Et j'ai réalisé que l'amour dans son monde n'était pas une question de proximité. C'était une question de volonté de se séparer, de force de vouloir quelqu'un assez pour le laisser partir. L'explosion a eu lieu un mardi. Mon bureau au siège des Moretti a explosé dans ce que les autorités décriraient plus tard comme une fuite de gaz. Un accident tragique, une défaillance du système de bâtiment. Rien de suspect. Elle a tué 2 personnes, toutes 2 ayant été choisies spécifiquement parce que leur mort n'aurait pas d'importance politique. Elle a détruit tous les dossiers que j'avais gardés sur mon ordinateur et elle a envoyé un message très clair à quiconque prêtait attention. La jeune dirigeante Moretti devenait un passif. Ma grand-mère a profité de l'occasion pour suggérer que je me retire. Vous êtes trop jeune pour cette responsabilité, a-t-elle dit autour du thé dans le salon du complexe familial, le genre de salon où les grandes décisions familiales étaient prises à voix basse comme si nous ne discutions de rien de plus significatif que la météo. Vous avez agi admirablement, mais les familles deviennent instables. Elles remettent en question votre légitimité. Il serait préférable que vous vous retiriez avec grâce. Peut-être que vous épousiez quelqu'un d'importance stratégique, que vous produisiez des héritiers, que vous laissiez les hommes gérer la gouvernance. Ce fut un beau coup d'État et je l'ai accepté. En 1 mois, j'avais formellement cédé la direction à un cousin. J'avais choisi quelqu'un de compétent mais pas brillant, quelqu'un qui me serait loyal plutôt qu'à sa propre ambition. J'ai conservé le titre, mais j'ai renoncé à l'autorité. Je suis devenu une figure de proue, un fantôme, quelqu'un qui existait dans la structure familiale, mais n'avait aucun pouvoir réel. Les familles ont accepté cela. Elles étaient à l'aise avec moi comme un héritage, comme un symbole. Elles étaient moins à l'aise avec moi, gérant réellement quoi que ce soit. Vittorio, pendant ce temps, avait orchestré sa propre disparition. Il avait vendu ses parts dans ses entreprises à ses cousins à une perte significative. Il avait transféré ses biens immobiliers à des membres de sa famille. Il s'était systématiquement retiré de toutes les positions de pouvoir et d'influence qu'il avait détenues. Au moment où j'ai démissionné de la direction familiale, il s'était déjà positionné comme quelqu'un d'insignifiant pour la structure de pouvoir. Aucun de nous n'avait parlé du plan depuis cette nuit dans le penthouse. Mais 3 mois après que j'ai pris la direction, un homme nommé Marco, le même spécialiste qui m'avait entraîné au combat, est venu à mon appartement avec un ensemble de documents, de nouvelles identités, l'accès à de l'argent qui existait sur des comptes dont je n'avais jamais entendu parler. Une maison dans une ville qui n'était pas celle-ci et qui avait été achetée sous nos nouveaux noms, tout ce dont nous avions besoin pour disparaître. Mais il y avait aussi une lettre à quiconque trouve ceci après, lisant de l'écriture de ma grand-mère. J'ai décidé que le pouvoir est une maladie de jeune femme. Une fois que vous le comprenez, une fois que vous l'avez tenu, vous ne pouvez pas revenir à l'ordinaire. Alors, je vous donne la permission d'arrêter de faire semblant. Ma petite fille a toujours été plus forte que moi, toujours plus intelligente. J'étais jeune une fois et j'avais il se racle la gorge, homme que je voulais plus que je ne voulais respirer. Ma famille m'a fait choisir la famille à la place. J'ai passé toute ma vie à m'assurer que ce choix en valait la peine. Mais en la regardant, en vous regardant tous les deux, je pense que c'était toujours un gaspillage. Allez vivre.
Soyez extraordinaire d'une manière qui n'a rien à voir avec le sang ou les affaires. Et peut-être qu'un jour vous comprendrez que je vous ai laissé partir non par faiblesse, mais par une sorte de force que je ne pouvais pas me permettre d'avoir à votre âge. Nana. Je l'ai lu 3 fois avant de le comprendre. Victoria O m'attendait à l'aéroport, non pas caché, mais à découvert, enregistrant des bagages comme n'importe quel passager normal allant n'importe où normalement. Il avait coupé ses cheveux plus courts. Il portait des vêtements qui n'avaient pas l'air taillés pour la violence. Il ressemblait à un homme qui essayait très fort de devenir ordinaire. Quand il m'a vu, tout son visage a changé. « Vous êtes venu », a-t-il dit simplement. « Je suis venu. Nous ne nous sommes pas embrassés à l'aéroport. Nous ne nous sommes pas touchés. Mais je pouvais sentir la gravité de lui. La façon dont tout dans mon monde immédiat semblait s'orienter autour de sa présence. « Nous brûlons tout », a-t-il dit, me tendant ma carte d'embarquement. Les familles, les noms, l'histoire. Pour autant qu'ils le sachent, nous sommes morts dans cette explosion à votre bureau. Il y a déjà une histoire de couverture en place. Des corps ont été identifiés. Des dossiers ont été ajustés. Nous n'avons simplement jamais existé. Qu'advient-il des familles? Elles continuent, elles survivent, elles deviennent probablement plus fortes maintenant que le conflit interne a été supprimé. Il a souri légèrement. Votre grand-mère est venue me voir avant l'explosion. Elle a aidé à la planifier, non pas pour vous tuer. Elle avait fait de la paix avec le fait de vous laisser partir, mais pour nous donner une sortie qui ne nécessitait pas de trahison. Pourquoi ferait-elle cela? Parce qu'elle a compris quelque chose finalement. Que le code par lequel votre père a vécu, celui que j'ai passé ma vie à essayer d'honorer, ce n'est pas une question de pouvoir. C'est une question de volonté de vouloir quelque chose de plus que de vouloir le contrôle. Il a fait un geste vers la file de sécurité. Après vous, nous avons traversé la sécurité séparément juste pour être sûrs. Nous sommes montés dans l'avion séparément, mais une fois que nous étions en vol, une fois que nous avions dépassé le point où quiconque pouvait raisonnablement nous intercepter, je l'ai trouvé dans un siège côté fenêtre à l'arrière, seul. Je me suis assise et il a pris ma main. Je suis terrifié, ai-je admis. Bien, a-t-il dit. Cela signifie que c'est réel. Je n'ai aucune idée de qui je suis censé être sans la famille. Moi non plus, a-t-il dit. Nous le découvrirons ensemble. Dehors, la ville s'est effondrée sous nous. Je l'ai regardé reculer, les rues que j'avais parcourues, le bâtiment où j'avais travaillé, l'appartement où j'avais perdu et retrouvé mon équilibre. Tout cela devenait plus petit, devenant insignifiant. Savez-vous ce que votre père avait l'habitude de dire? A demandé Victoria O. Ça maintenant toujours la mienne. Quoi? Que la chose la plus courageuse qu'une personne puisse faire est de choisir d'être ordinaire. Que choisir d'être ordinaire dans un monde conçu pour une violence extraordinaire, c'est le vrai code. C'est la vraie force. Et le croyait-il? Il a essayé. Vittorio a dit qu'il avait échoué. Il s'est fait prendre dans la machinerie comme tout le monde. Mais il a essayé. L'avion a grimpé plus haut. La ville a disparu entièrement, engloutie par les nuages et l'altitude et la pure physique de la distance. Alors, quel est le plan? Ai-je demandé. Devenons-nous juste des gens normaux? Avons-nous des emplois normaux? Vivons-nous dans une maison avec un prêt immobilier et une voiture que nous payons? Je pensais à quelque chose comme ça. Oui, il s'est tourné pour me faire face et son expression portait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. La paix. Je pensais que nous pourrions essayer d'être heureux, voir si c'est même possible pour des gens comme nous. Voir si nous pouvons apprendre à vouloir quelque chose qui n'est pas la survie ou le pouvoir ou l'héritage. À quoi cela ressemblerait-il même? Je n'en ai aucune idée, a-t-il dit honnêtement. Mais j'ai passé 17 ans à être prudente, à être stratégique, à être loyale à un code que je n'ai pas écrit. Je suis fatigué. Je veux essayer quelque chose de différent, même si c'est terrifiant. Surtout alors, a-t-il dit. Il s'est penché et m'a embrassé doucement, soigneusement,
comme si nous faisions quelque chose d'illégal que nous voulions savourer, comme si nous avions un temps infini maintenant, parce que le temps était la seule chose que les familles ne pouvaient plus contrôler. Quand il s'est retiré, il souriait. « Quoi ?» ai-je demandé. « Je pense juste à la colère que votre grand-mère va avoir quand elle réalisera que je suis réellement parti. Elle vous a donné la permission. »« Pas vraiment, a-t-il dit. Elle a juste arrêté de se battre. Il y a une différence. Elle va passer des années à se convaincre que tout était stratégique, que nous laisser partir a, d'une manière ou d'une autre, servi les intérêts de la famille, n'est-ce pas? » ai-je demandé. « Nous sommes hors de portée, plus de passifs, plus de complications. » Probablement, il a acquiescé, mais elle n'admettra jamais que c'était la vraie raison. Elle passera le reste de sa vie à se dire qu'elle était miséricordieuse envers moi, gentille envers vous. Et l'était-elle? Il a réfléchi à cela, regardant les nuages passer devant la fenêtre. Oui, a-t-il finalement dit, je pense qu'à sa manière, elle l'était. L'avion a continué à monter, le monde en dessous est devenu des lignes et des couleurs abstraites et des motifs qui ne signifiaient rien de cette altitude. Nous laissions tout cela derrière nous, la violence, l'héritage, le poids des noms qui avaient été écrits dans le sang. Ce qui nous attendait était inconnu. Mais pour la première fois depuis que Victoriao était entré dans le restaurant et avait commandé de l'eau, je n'avais pas peur de l'inconnu. Je me sentais enfin chez moi. La maison avait un porche. Elle avait des balustrades blanches et une balançoire qui grinçait si on s'y asseyait mal. Elle avait un jardin où j'essayais sans succès de faire pousser du basilic et une cuisine où Victoriao avait appris à mal cuisiner grâce à des émissions de cuisine sur Internet. Je n'étais plus serveuse et il n'était plus un chef de la mafia. Je gérais une petite librairie en centre-ville. Il travaillait comme consultant pour des entreprises légitimes qui n'avaient rien à voir avec quoi que ce soit d'illégal. Nous vivions tranquillement. Nous vivions en sécurité. Nous vivions d'une manière qui aurait semblé impossible il y a 2 ans. Mais parfois, quand je me réveillais dans l'obscurité, mon cœur s'emballait. Parfois, je me souvenais de la galerie, du sang sur mes mains, du poids de la décision que j'avais prise. Parfois, je regardais Vittorio dormir à côté de moi et sentais le poids fantôme de toutes les façons dont je pourrais le perdre. Nous avions appris à vivre avec ces moments sans les laisser nous détruire. Ma mère rendait visite tous les 2 mois et elle et Vittoriao avaient développé quelque chose comme une amitié basée sur une compréhension partagée des choses que nous avions échappées. Ma grand-mère était morte tranquillement dans son sommeil 6 mois après notre disparition. La famille avait supposé que le contrôle était passé à mon cousin et la machinerie du crime organisé continuait sans nous. Un après-midi, alors que je rangeais des livres dans la librairie, une femme est entrée. Elle était grande avec des cheveux argentés et quelque chose dans son visage me semblait familier. « Puis-je vous aider à trouver quelque chose ?» ai-je demandé en utilisant la voix que j'utilisais avec les clients. « Je cherche un livre » a-t-elle dit, « mais je ne suis pas sûr qu'il existe. » Ce serait à propos d'une jeune femme qui a disparu de la ville il y a 3 ans. À propos de l'homme qui l'a aidé à s'échapper. À propos de ce qui se passe quand les gens choisissent quelque chose d'autre que le pouvoir. Mon sang a circulé dans mes veines très lentement. Ce serait de la fiction, ai-je dit avec précaution. Probablement, elle a acquiescé. Mais j'aimerais le lire quand même, juste pour savoir ce qui arrive aux gens comme vous quand ils essaient d'être ordinaires. Elle ne m'a pas dit qui elle était. Elle n'avait pas besoin de le faire. Je pouvais le voir dans la façon attentive dont elle me regardait. La façon dont quelqu'un qui a passé toute sa vie à contrôler les gens étudie ceux qu'ils ont appris à laisser partir. Je ne pense pas que l'histoire se termine encore, lui ai-je dit. Je ne sais pas ce qui leur arrive. Moi non plus, a-t-elle dit, mais j'ai confiance qu'ils trouveront. Ce sont des survivants et parfois la chose la plus courageuse que les survivants puissent faire est d'apprendre à vivre au lieu de juste endurer. Elle a acheté un livre, rien lié à ce dont nous avions discuté et est partie. Ce soir-là, j'ai raconté à Vittorio la visite. C'était elle, n'est-ce pas? Ai-je demandé. Probablement,
a-t-il dit, sans avoir l'air surpris. Elle voulait vous voir pour comprendre qui vous êtes devenu quand vous n'étiez pas une Moriarty, pour s'assurer que je ne vous avais pas détruite en vous gardant en vie. Suis-je devenu quelqu'un qui valait la peine d'être? Il a posé le livre qu'il lisait et m'a tiré près de lui. Vous êtes devenu exactement ce que votre père voulait. A-t-il dit, quelqu'un qui connaissait l'obscurité et a choisi la lumière quand même. Quelqu'un qui comprenait le pouvoir et refusait d'en être consumé. Quelqu'un capable d'aimer sans avoir besoin de contrôler. Et vous, j'essaie encore, a-t-il admis. Mais vous m'apprenez lentement. Chaque jour où rien de terrible n'arrive. Chaque jour où nous existons juste ensemble. Vous m'apprenez que l'ordinaire est suffisant. Que le calme est suffisant. Qu'avoir une personne qui sait exactement qui vous êtes et vous aime quand même, c'est le seul pouvoir qui compte. Dehors, le soleil se couchait. Il peignait le monde dans des nuances de rouge et d'or, et le genre de beauté qui ne vient que quand la violence n'y a pas sa place. Le regrettez-vous jamais? Ai-je demandé. Laissez tout cela? Jamais. A-t-il dit vous? J'ai pensé à la fille qui avait été serveuse, qui avait existé dans un monde sûr et petit où rien ne pouvait la toucher. J'ai pensé à qui j'étais devenu depuis, quelqu'un qui avait tué, qui avait survécu, qui avait appris à lire l'architecture de la violence si profondément que je pouvais la traverser comme de l'eau. Et j'ai pensé à ce moment simple, calme, non alourdi par rien d'autre que le poids de l'amour et du choix. Non, ai-je dit. Je ne le regrette pas non plus. Il m'a embrassé alors dans une maison avec des balustrades blanches et une balançoire de Porsche grinçante dans une vie ordinaire et petite et entièrement la nôtre. Et pour la première fois depuis la mort de mon père, j'ai compris ce qu'il avait essayé de construire. Pas le pouvoir, pas le contrôle, pas l'héritage, mais cette paix tranquille. Le genre d'extraordinaire que personne ne remarquerait jamais parce que c'était juste deux personnes essayant de s'aimer à travers l'obscurité qu'ils avaient tous deux survécu. C'était le code par lequel il avait vécu. C'était le code que je passerai le reste de ma vie à